Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Je pars directement avec un coffret qui est l'événement de l'année de 2017, même si j'en ai qu'un seul. Enfin, oui et non, car j'en ai deux. Mais on va dire, celui-là, il est pur 100% anglais, comme l'autre que j'ai dans une de ma collection qui commence à diminuer peu à peu. De toute façon, ils sont plus que deux, après c'est terminé. Mais je décide de vous montrer quand même. Donc tout d'abord, le coffret. Oui, l'événement de l'année, WrestleMania 33. Donc, The Ultimate Thrill Ride. Avec tous les catcheurs, Goldberg, Undertaker, Brock Lesnar, Roman Reigns, Bayley, Chris Jericho, Bray Wyatt, Dean Ambrose, Charlotte, Seth Rollins, John Cena, Randy Orton, AJ Styles, Triple H, Shane McMahon, Sasha Banks, Kevin Owens, Alexa Bliss, Baron Corbin, Le Miz et Maryse, avec Nikki Bella et le New Day, Kofi Kingston, Biggie et Xavier Woods. Ouh, voilà, j'ai tous cité les noms. Et il y en a qui me diront que ce show, il était... Il y en a qui diront qu'il était moins bien que les autres, mais pourtant il était pas mal. Rien qu'à voir l'arène, il était énorme. Franchement, il était énorme. On va dire que c'est plus le main event qui va faire grincer les dents à certains. Oui, je dis ça comme ça. Alors oui, je ne l'ai pas en version cartonnée, mais avec ce que je peux, je sais me l'offrir. Et il dure 9h29. Voilà, tous les résumés, les réfifis. Le mariage entre John Cena et Nikki Bella. La soi-disant retraite de l'Undertaker. La victoire de Brock Lesnar. La victoire de Randy Orton. La victoire surprise de Naomi. L'entrée de Seth Rollins. L'entrée de Charlotte Flair et le New Day. La victoire de Roman Reigns. Et attention, vous avez deviné, le grand retour des Hardy Boys. Oui, surtout ça, qui nous a fait vraiment vibrer. Donc voilà. Alors, donc si vous voyez que tout est marqué exactement pareil, c'est normal parce qu'il est marqué aussi dans le CD. Et que pour ça, je vais vous le dire directement en DVD. Voilà, je vais citer comme j'ai fait avec WrestleMania 32. Voilà, ne soyez pas sceptiques si jamais je le dis en DVD qu'en affiche derrière. Voilà, tout d'abord, ben, je passe avec les Hall of Fame. Voilà, comme ça, j'achève directement avec ça. Tout d'abord, dans Hall of Fame, celui qui va, on va dire, ouvrir l'ouverture, c'est Jerry Lawler. De toute façon, c'est tout le temps lui qui ouvre l'ouverture du Hall of Fame. Et le premier intronisé, c'est Diamond Dallas Page, DDP. Je ne sais pas si lui se fait introniser par Jake Roberts. Je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas, il se fait introniser, Diamond Dallas Page. Et je passe au DVD 3, bien sûr, également, pour poursuivre. Les Rock'n'Roll Express, Ravishing Recruit, Beth Phoenix. Donc oui, étonnant de voir Beth Phoenix se faire introniser. Eric Legrand, donc il se fait introniser. Teddy Long, ou Theodore Long, appelez ça comme vous voulez. Ensuite, ben, l'héritage introduit de Hall of Fame. Et aussi le retour et l'intronisation de Kurt Angle. Lui qui avait quitté la TNA en 2016, je crois bien, Kurt Angle. Ouais, il avait quitté la TNA car il est, on va dire, plus aussi explosif qu'avant. Faut dire, il est absolument rouillé et que son explosivité ben, est totalement, on va dire, hors de stock. Et que il décide de revenir à la WWE pour une intronisation. Et on sait bien qu'il sera jouable dans le 2K18. Un jeu, malheureusement, qui n'est pas couronné succès, mais que il faut l'introduire dans le jeu. En tout cas, ça fait plaisir de voir Kurt Angle et qui se fait introniser par John Cena. Donc il se fait introniser par John Cena et c'est vraiment ben, pas mal, vraiment pas mal, pas mal. Et après, ben, si je crois bien, je sais pas s'il y avait les Dudley Boys. Est-ce qu'il y a les Dudley Boys?
Non, à mon avis, c'est peut-être en 2018 qui vont se faire introniser, les Dudley Boys. Bon, c'est pas grave, hein, je me suis trompé. Et qu'à la fin, Kurt Angle, il termine avec une phrase It's truth, it's damn truth, avant de boire les 2 bouteilles de lait. Donc, c'est la vérité, c'est la putain de vérité. Et que maintenant, je passe au kick-off. Donc, on va dire, je vais un peu skipper celui-là. Je vais aller dans celui-là, après dans celui-ci. Donc, voilà, vous allez peut-être comprendre. Donc, le kick-off de WrestleMania 33. Bien sûr, c'est pas dans la carte principale. Mais pour le titre Cruiserweight, donc Neville, le roi des Cruiserweight, contre Austin Harris, lui aussi qui avait quitté la TNA pour essayer de tenter sa chance à la WWE, même si je me rappelle bien qu'il n'a pas resté longtemps à la WWE, alors que c'est un catcheur tellement fabuleux, Austin Harris. Hein. Certes, il n'a pas grand-chose de spécial, mais c'est un excellent catcheur quand même. Et un ancien champion du monde TNA et ROH. Donc partout où il était passé, il a eu de la chance et un peu de succès. Mais à la WWE, c'est un autre monde. Vraiment un autre monde. Et que malgré qu'ils soient dans le kick-off, ils font quand même un très bon match. Donc Austin Harris et Neville. Vraiment, Neville, en tant que champion Cruiserweight, montre qu'il est imbutable, qu'il est intraitable, qu'il est imbattable. Et qu'il ne cède vraiment à aucun. Et que Austin Harris, lui, c'est plutôt le face qui a du cœur, qui se fait allumer, mais qu'il revient toujours en force. Donc, c'est ça sa force de caractère. Donc, sans ramasser une, mais en venir toujours en force. Et que peut-être qu'il croyait avoir la victoire du bout des ongles, mais qu'à la fin, c'est victoire de Neville avec un Red Arrow, même si j'aurais bien voulu l'appeler le Black Arrow. Même si on terminait ces matchs avec le Brutalizer, voilà. Même si on a terminé avec son match avec la prise du Brutalizer. Mais là, il termine avec le Red Arrow. Et ce match-là, je mets 3,5. Je mets 3,5, vraiment. Je mets 3,5, car il était pas mal. Même si j'aurais bien voulu le mettre à 3,40. Mais après, pour le kick-off, ça conviendra quand même, le 3,5. Même si j'aurais bien voulu une note un petit peu plus haute. Mais bon, voilà quoi. La bataille royale du trophée d'André le Géant. Oui, avec beaucoup de participants. Et là, ce qui va se passer on va dire, dans la bataille royale, c'est que tout le monde se font éliminer, même le Big Show, et Mark Henry, Kane, et d'autres catcheurs. Mais aussi Jinder Mahal, qui est à peu près le dernier à la fin, eh bien, il voit quelqu'un dans le public, il est en train de s'embrouiller avec, et qui décide, on va dire, de l'intimider en disant déjà t'es qui toi, certes t'es peut-être un pote de Mojo Rawley, mais que tu m'impressionnes pas et tu me fais pas peur. Et que si je crois bien, celui qui était dans le public, c'était Rob Gronkowski, le joueur de football américain. Et ben je me rappelle qu'il est sauté, qu'il a sauté de l'arène, qu'il a sauté des barrières de sécurité, mais que le staff de la sécurité ne voulait pas, on va dire, le faire passer, alors que c'était normalement prévu dans le script. Donc ils l'ont laissé passer un coup qu'ils ont compris leur erreur. Donc ils ont mis ça comme ça pour, on va dire, donner de l'espoir au face qui était Mojo Rawley. Donc il arrive dans le ring, il lui défonce à la manière d'un footballeur américain. Et après, il laisse Mojo Rawley terminer le travail. Et c'est là où Mojo Rawley, il lui donne une sacrée droite au passage. Et il fait éliminer Jinder Mahal. Et qui remporte la bataille royale d'André le Géant. Et après, est-ce que ça va lui porter judice, à Mojo Rawley? Eh bien, pas du tout. Même pas un titre des États-Unis, même pas un titre intercontinental, rien. Le mec, il a gagné le trophée pour rien finalement, car sa chance n'a pas tourné. Et qu'à la fin, il célèbre sa victoire avec
le Rob Gronkowski. Et ce match-là, le Bataille Royale. Alors, Bataille Royale, vraiment pas fou, je vous le cache pas, il était vraiment pas top et vraiment pas fou. Donc pour ça, je lui mets 3,20. Voilà. Et après, ben, pour terminer, match pour le titre intercontinental. Donc on est au 3e DVD. Dean Ambrose contre Baron Corbin. Alors là, c'est décevant de le voir Dean Ambrose dans le kick-off. Vraiment. Et que même Dean Ambrose s'en plaignait à cette période d'être dans le kick-off. Donc faut dire, entre 2016 et 2017, il traversait vraiment une mauvaise période. Il était en pleine frustration jusqu'à ce que ça laisse ressentir en 2018. Donc il était frustré que la WWE ne voulait pas faire confiance en Ambrose, maintenant John Moxley. Et que de l'autre côté, ben, on veut donner un peu d'opportunité à Baron Corbin, même si on sait bien que Baron Corbin sera, on va dire, écarté entre-temps. Mais ils ont voulu tenter de miser sur lui. Mais encore une fois, c'est un échec cuisant. Donc, je me rappelle des agressions qu'il avait eues du côté de SmackDown. Et que ça se termine au WrestleMania, où le titre d'Ambrose est en jeu. Il se fait casser la gueule, il se fait casser la gueule, il se fait casser la gueule. Après, il casse la gueule de Corbin pour lui montrer la politesse en disant « Certes, tu peux me casser la gueule, mais je reviens toujours. » Tel un boomerang. Après, ben, on se rappelle un F Days, mais que Ambrose se dégage de manière miraculeusement. Et après, ça se termine avec un Dirty Deeds. Donc, c'est victoire de Dean Ambrose. Et ce match-là, 3,5 aussi. Malgré que c'est dans le kick-off, mais faut dire, je comprends sa frustration à Dean Ambrose. Je comprends totalement qu'il est frustré d'être dans le kick-off alors qu'il aurait préféré être dans la carte principale. Peut-être un autre qui servait à rien. Hein. Je sais pas moi, il faut que je trouve le match qui sert strictement à rien. Pourquoi pas le titre féminin de SmackDown, mais après on dira que je suis misogyne ou je suis méchant. Alors que pas du tout, je suis pas méchant. J'essaye d'être un peu minimum raisonnable. Mais voilà, 3,5, ça n'a pas sauvé Ambrose. Certes une victoire, mais après déchéance. Voilà. Donc la carte principale, donc je vais passer du côté du DVD 1. Tout d'abord, ben, Tina Asher chante American of the Beautiful. Après, le New Day qui font, on va dire, le Trail Ride. Donc, on va dire un genre de montagne russe, on va dire ça comme ça. Même si on voit là qu'ils sont avec un stand de glace, même si peut-être que c'est de la glace ou des pancakes. Vu comment ils avaient peut-être abandonné les boutillots pour les pancakes. Mais là, c'est plutôt pour les glaces ou les crèmes. Appelez-le comme vous voulez, les crèmes, les glaces. Et qu'ils ont des micros de différentes couleurs. Voilà. Attendez, je vais vite couper. Oh, voilà, j'ai dû couper parce que j'ai dû éternuer, j'ai dû tousser. Voilà, donc j'ai dû faire ce que je devais, on va dire, faire le mieux. Et concernant le New Day, ben, eux, ils font une promo bon, assez basique et assez banale. Et qu'ils nous disent, est-ce que ça va être un super show? On verra peut-être à la fin du show. Donc eux, ils en espèrent. Parce que vu comment c'est eux les guest hosts du WrestleMania 33. Et que oui, je vous avais déjà peut-être dit, mais Philippe Chéreau et Christophe Ajus étaient présents sur place. Mais que ils n'ont pas été invités. Ils n'ont pas été invités, pourtant ils sont venus de leur plein gré sans avoir une communication. Ils ont commenté le show. Je sais pas si c'est déjà passé à la télévision. En tout cas, je sais bien que lorsque j'avais vu les derniers matchs concernant du côté de Raw ou de SmackDown, je me rappelais que mon câble avait coupé. C'est pas un câble de décodeur, mais un câble de télévision. Ça a coupé direct et du coup, je savais pas voir ce qui s'était passé. Mais je pense pas que ça a déjà passé à la télévision. Faites-moi savoir si WrestleMania 33, il a déjà été passé sur AB3 ou AB1 en français pour le public francophone ou le public franco-belge. Donc franco-belge ou
francophone, français, ce que vous voulez, quoi. Hein. Faites-moi savoir. Mais bien sûr, je suis sûr que vous n'allez pas dire votre réponse, parce que déjà, quand je veux avoir une réponse, ben, je ne l'obtiens pas. Donc pour ça, certes, je préfère vous demander, mais après, je sais bien que c'est un flop quand je vous dis quelque chose. Donc voilà, quoi. Faites-moi savoir si vous avez du cœur ou non. Et pour la carte principale, ben, c'est un match entre AJ Styles contre Shane McMahon. Et bizarrement, ça se trouve directement dans le premier match de la carte principale. Bon, après, vous avez peut-être pas insinué que je préfère le mettre dans le kick-off, ça c'est pas vrai. Vu comment on se rappelle des histoires, lorsque, si je crois bien, lorsqu'il avait, attendez, perdu son opportunité d'aller affronter le champion de la WWE, donc qui était Bray Wyatt, je le dis directement, et ben AJ Styles lui jetait la faute sur Shane McMahon, et que pour ça, ben, il décidait de se le venger, notamment en le faisant passer la tête de Shane McMahon à travers la vitre d'une bagnole. Donc il décidait d'être violent avec McMahon. Même si McMahon, en termes de violence, certes, ça l'atteint, mais pas beaucoup. Car il peut jouer dans ce niveau de violence. Et après, ben, ça part directement à Mania. Ou si je crois bien, AJ Styles fait son entrée en premier. Après, c'est Shane McMahon. Et pourtant, le match était pas mal. Il y en a qui diront que c'est le match le plus décevant de la carte. Pourtant, moi, je me rappelle d'avoir aimé. Et que je l'ai déjà reviewé dans le coffret du Most Phenomenal Match de AJ Styles. Mais qu'il était vraiment pas mal, je crois. Enfin, ça fait longtemps, hein, vraiment, ça fait pas mal de mois. Mais que sinon, je me rappelle que le match était énorme, quoi. Et que même Shane McMahon n'a pas hésité à sortir des prises de fou. Notamment un Shooting Star Press qu'il avait plus fait et qu'il utilise quand même malgré tout. Même quand l'arbitre est KO, eh ben, il décide de prendre une poubelle pour faire son coast-to-coast du côté à l'autre. Mais qu'à chaque fois, AJ Styles s'en relève. Ou encore quand AJ Styles fait un Styles Clash sur Shane McMahon, eh ben McMahon s'en relève. Hein. Étonnant de voir son côté résistant. Et quand on se dit, ça se voit que Shane McMahon, malgré qu'on peut le critiquer, il est quand même bon dans ce qu'il fait. Bon, on sait que c'est pas un catcheur, mais pourtant, il fait ça comme un catcheur pro quand même. À souligner. Et après, jusqu'à ce qu'il ait eu son compte, en se prenant un phénoménal forearm et ses victoires de AJ Styles, tout simplement. Ce match en description, voilà. Et pareil, un autre match qui va être en description. Donc, sinon, le match entre AJ Styles et Shane McMahon, j'ai adoré, carrément. Voilà. Ensuite, ben, comme j'ai dit, ben, l'autre match qui figure sur la carte, mais que celui-là, il va être en description. Oui. L'affrontement entre Kevin Owens contre Chris Jericho. Pour le titre des États-Unis, on remonte un peu leur histoire. Vu comment ils étaient meilleurs amis depuis pas mal de mois, on va dire quelques mois, depuis que Chris Jericho décide de se rallier à Kevin Owens pour être son nouveau meilleur ami. Car on se rappelle des petits galanteries qu'ils ont fait. Surtout de la célébration d'amitié de Chris Jericho. Donc il était vraiment hyper drôle quand même, Chris Jericho. Même quand il avait pour but gimmick la liste. Donc à chaque fois quand il aimait, on va dire, pas la personne qui se comportait mal, eh ben, il suffit qu'il monte sa liste et son stylo en disant « You just made the list !» Il nous faisait buter de rire. Et c'est là où le public avait commencé à adorer ben, la liste de Chris Jericho. Et en plus, je me rappelle qu'il n'arrêtait pas de mettre sur la liste tout et n'importe quoi. Donc, bref, il nous faisait vraiment, vraiment rire. Hein, et que c'était vraiment palpitant. Et pour la célébration d'amitié, bon, ils avaient tout prévu. Strass et paillettes. Chris Jericho est habillé comme si il était dans une boîte à Vegas, même si c'était dans la ville de Las Vegas, du côté de Raw. Et qu'après, il nous montrait une statue où il y a deux personnes... on va dire qu'ils sont comme s'ils étaient dans les bras et qu'ils sont tête à tête. Donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'ils sont gays quand même?
Donc on pouvait se poser la question, mais en vérité, non. Vraiment pas du tout. Donc ils sont pas gays, ils sont juste de bons amis. Ou encore le portrait où il y avait Chris Jericho et Kevin Owens qui se font le doigt divin. Vous voyez les deux doigts qui se croisent. On va dire un peu comme dans Elliot et E.T. Ou alors dans un art que vous avez déjà vu. Je sais pas si vous avez déjà été dans les musées où des fois il y a un art où les deux personnes, les deux hommes, on va dire, se font le doigt divin, qui se touchent. Donc je me rappelle à péter de rire, vraiment à péter de rire, même devant ma télé, j'ai commencé à me marrer. Et après, ben, ils nous ont ramené un Goldberg, mais sauf que ce n'est pas un Goldberg, c'est un Gilberg, la pire imitation de Goldberg, et qui se fait éclater par Kevin Owens. Et après, ben, Kevin Owens lui répond à Chris Jericho en disant, vu comment tu es un peu considéré comme mon meilleur ami, en tant que meilleur ami, je vais te donner un cadeau qui vient de plus profond de mon cœur, et voici. Et que Chris Jericho, ben, quelqu'un de très surpris, il dit, ah, une nouvelle liste? Ah, c'est vraiment, je t'aime trop, mon pote. Et après, il découvre pourquoi il y a mon nom écrit dessus. Et peut-être qu'il a marqué le nom de Sami Zayn en termes de meilleur ami qu'il a trahi. Et après, quand il retire le papier cadeau, enfin, quand il retire le cadeau, eh ben, on remarque derrière est marqué la liste de KO. Vu comment on connaît la liste de Jericho, là, c'est plutôt la liste de KO. Donc, pour Kevin Owens. Donc, il décide d'agresser sauvagement son soi-disant meilleur ami, notamment un powerbomb du coin, et en le faisant passer à travers une télévision. Et qu'après, ben, on se rappelle que Jericho avait écouté le match pour... enfin, il avait écouté le match de Jericho. Je sais plus ce que je raconte, hein. Il faut que je remémore. Donc, Chris Jericho, il a coûté le match à Kevin Owens, à Fastlane, face à Goldberg, pour le titre universel. C'est pour ça qu'il y en a qui diront que Kevin Owens s'est fait enterrer. Donc, il se prend inspiré à Jack Hammer. Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Il remporte le titre. Et du coup, ça crée des déçus. Et que on sait bien que ils auront leur rivalité à WrestleMania. Et que Chris Jericho fait rappeler à Kevin Owens que avant d'être catcheur, Kevin Owens, c'était un fan de catch avant tout. Il était plutôt fan de Stone Cold Steve Austin parce qu'il avait tout le temps le t-shirt de Stone Cold Steve Austin. Et même aussi, façon d'imiter Chris Jericho. Je me rappelle les photos où il faisait, on va dire, le signe de Jericho. Et qu'il disait, c'est, on va dire, le fan de Jericho, reste-le, mec! Un peu comme avec l'écharpe, ou encore, c'est le cadeau de Jericho. Savourez-le, les mecs! Tout le temps. Il disait ça tout le temps. Et du coup, ben, moi, je n'arrêtais pas de me faire péter de rire à chaque fois. Et qu'après, il dit que Kevin Owens est un idiot stupide. Il le met sur la liste. Et après, il se fait encore agresser. Et ça va leur conduire à WrestleMania. Et du coup, ben, ils s'affrontent dans le match. Et qu'ils nous font des bons échanges. Avec beaucoup d'intensité. Ça se voit que ça aurait pu être le main event si ça pourrait. Mais sauf que les officiels n'ont pas eu, on va dire, énormément confiance en Owens et peut-être en Jericho, alors que Jericho, il peut normalement avoir la confiance des officiels, ou alors les officiels peuvent avoir confiance en lui quand il s'agit d'être dans le scénario, mais ils auraient pu peut-être le faire tenir le titre universel un peu plus longtemps à Kevin Owens pour le main event, mais ils l'ont pas fait parce que la suite on la connaît, voilà, je vous le dis, la suite on la connaît, et que on se rappelle Lion Sword, des package powerbomb, Sultan Splash, même aussi un Swanton Bomb manqué, même aussi également Moonsault manqué également. Et qu'après, ben, des cliniques de Superplex, je crois. Clinique de Superplex.
qui porte ses fruits, mais que ça va pas, on va dire, en venir à bout de Y2J. Ou encore quand Chris Jericho ben, revient un peu à l'attaque, il se fait encore calmer par Jericho, par Kevin Owens, et que c'est là où je me rappelle que Kevin Owens disait à Chris Jericho, tu sais quoi, t'es pas mon vrai meilleur ami, t'es une grosse merde. En plus, il le criait dessus, en plein centre du ring. Et après, ben, il se prend un code breaker. Donc, Chris Jericho lui fait un code breaker. Et au moment où on pensait qu'il allait avoir la victoire du bout des mains, Chris Jericho, eh ben, Kevin Owens, il va chercher le corde avec le bout du doigt sous la corde. Donc oui, même du bout des doigts, il a réussi à s'en sortir, même s'il voulait encore repasser à l'attaque. Mais après, ils étaient à l'extérieur du ring, et c'est là où Kevin Owens décide de calmer Jericho, notamment en le faisant un powerbomb dans le coin, on va dire dans le coin le plus dur du ring, et qu'après, ben, il remporte la victoire, et il devient champion des États-Unis. Donc victoire de Kevin Owens, ce match en description, et maintenant, ben, match à 4 à élimination pour le titre féminin de Raw. Donc Bayley contre Charlotte Flair, contre Nia Jax, contre Sasha Banks. Et oui, oui, oui. Donc ce match-là, pas mal, malgré une présence féminin que vous deviez sûrement détester tous, ou alors l'admirer, à la personne de Nia Jax. Mais après, je vais pas non plus trop être méchant avec elle, parce qu'après on dira je suis ci ou là, ou alors que je suis grossophobe, alors que je ne suis pas grossophobe, et que certains pensaient que ce serait Charlotte qui remporterait le match pour son nouveau WrestleMania Moment, mais sauf pas de WrestleMania Moment. Certes, rivalité de WrestleMania peut-être, mais pas son moment. Car le moment, c'est celui de Bayley. Peut-être il y en a qui s'attendraient peut-être à une victoire de Sasha Banks, mais peine perdue, vraiment peine perdue. La première à être éliminée de ce match, je me rappelle que les trois femmes se sont mises sur Nia Jax, parce que c'est forcément elle la plus dangereuse, donc il faut un peu la skipper du match, et d'ailleurs c'est ce qu'ils vont faire. Je crois ce sera un ultime Bayley to Bayley de la 3e corde, si je crois bien. Ou alors un Natural Selection de Charlotte. Bon, bref, c'est pas grave, de toute manière, c'est Nia Jax qui se fait éliminer. Et après, ben, après un long moment, c'est Sasha Banks qui va être éliminée du match par Charlotte Flair. Je crois qu'elle va se prendre un big boot, un énorme big boot. Même si après, je sais bien qu'il y avait pas mal d'échanges entre Bayley et Sasha Banks. Donc ça, je me rappelle très très bien. Mais que, voilà, elle s'est fait skipper malgré tout. Et là, on se dit, ah merde, ça y est, ça va être le soir de Charlotte Flair. On le sent à des kilomètres. La WWE veut encore nous forcer à une, on va dire, catcheuse si arrogante. Certes, elle est si bonne dans le ring, mais totalement énervante pour les oreilles et à le voir même de nos propres yeux. Bref, vous avez au moins compris. On pensait que ce serait sa victoire à Charlotte, mais finalement non. Car Bayley vient à bout de Charlotte Flair avec un descente du coude à la manière de Macho Man Randy Savage. Donc c'est victoire de Bayley, elle conserve son titre, et ce match-là, je mets 3,40. Allez, je mets 3,40, il a été pas mal. Voilà, pas mal, pas mal, pas mal. Et maintenant, le match qui va être dans la description, vu comment j'avais déjà noté. Excusez-moi. Match à 4 par équipe pour les titres de la WWE du côté de Raw. Et qu'il est présent dans le coffret que j'avais déjà fait une review dessus. Tout d'abord, je vais citer les participants. Les Good Brothers, donc les bons frères, Luke Gallows et Karl Anderson, contre Cesaro et Sheamus, qui venaient de se faire équipe. Donc ils veulent tenter en équipe, mais c'était pas encore là où The Bar a été créé, même s'il ça aurait pu être là. Contre Enzo Amore et Big Cass, voilà. Et après, on attend le 4e participant. Certains pensaient que ce serait le New Day, mais sauf que le New Day, ils sont en tant que guest host, même s'ils auraient bien voulu être dans le match.
Donc tout le monde a peut-être cru, mais que ils ont été très directs. Ils ont dit que qu'il va y avoir un autre participant, en équipe bien sûr, qui va y participer au match, et que sans trop vous faire attarder, eh ben, on vous dévoile les participants, même si ils arrêtaient pas de jouer avec le ouh, 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 ouh. Vous voyez, qui? Mais qui? Eh ben après, il y a un silence. Peut-être que on entendait déjà des premiers mots hardy. Peut-être du premier rang. Et la musique retentit. Une pop du public. Donc le public pop comme un malade. Et évidemment, c'est le retour des Hardy Boys. Oui, les Hardy Boys. Donc Jeff Hardy et Matt Hardy. Ils font le retour après les passages à la Ring of Honor, à la TNA et d'autres promotions qui sont passées. Et du coup, ben, c'est eux qui participent au match. Et déjà, gros bordel. Et que, si je me rappelle bien, le public chantait « Welcome back, welcome back ». Bon retour, bon retour. Et c'est vrai qu'ils méritent leur bon retour. Donc, ça partait directement en bagarre générale, avec des spots que ce soit envers Enzo et Big Cass, ou encore les bons frères, Cesaro et Sheamus. Mais surtout, Jeff et Matt Hardy, qui font leur clinique de catch, dont eux, ça leur a fait leur renommée, et que les échelles, c'est un peu leur domaine et leur jardin préféré, hein, vu comment ce sont des spécialistes de l'échelle. Et je dis pas ça en l'air, c'est quelque chose de réel, c'est leur spécialité, et ce sont aussi eux les spécialités du TLC. Donc vraiment des phénomènes dans l'art, les Hardy Boys. Et qu'après, on se rappelle, un Swanton Bomb de la part de Jeff Hardy sur, si je crois bien, Sheamus et Big Cass ou Carl Anderson, je crois. Non, peut-être Enzo et Sheamus, mais je sais bien que Sheamus a subi les jambes de Jeff Hardy. Tandis que Carl Anderson, lui, se fait prendre un Twist of Fate de la part de Matt Hardy. Et qu'après qu'il n'y a personne dans le ring, eh ben, Matt décroche tranquillement les ceintures. Et du coup, ben, c'est victoire des Hardy Boys. Et en plus, on ne le savait pas à cette période-là. Franchement, on ne savait pas du tout qu'ils allaient faire leur retour. Hein. Il a fallu qu'on regarde les vidéos sur YouTube pour voir ben, comment ça a été monté, tout ça. Et qu'ils se sont fait incognito et que ça est même montré dans le coffret Twist of Fate, The Best of the Hardy Boys. Pas le deuxième, hein, enfin pas le premier, mais le deuxième. Mais en coffret 3 DVD. Ça a été montré, vraiment ça a été montré. Et on s'y attendait pas du tout. Pour cause, ben, ce match-là, en description. Ensuite, un match mixte. Oui, qui va peut-être vous faire rappeler que c'était absolument ridicule. Ou alors, il y en a que ça leur a vraiment bien plu. Oui. John Cena et Nikki Bella contre Le Miz et Maryse. Alors, leur petite rivalité, leur petite guéguerre, c'est qu'ils font, on va dire, une petite guerre de code de popularité. Vu comment, on va dire, John Cena et Nikki Bella sont des stars de la télé-réalité Total Diva ou Total Bellas. Voilà. Tandis que le Miz, ben, lui, c'est une star, on va dire, entre guillemets, de cinéma, parce qu'il a joué dans le Marine 3, Marine 4, Marine 5, et aussi le Marine 6, mais sauf que le Marine 6, ça va arriver un peu plus tard. Et je sais pas s'il va encore faire le tournage de Marine, mais en tout cas, c'est loin d'être le film le plus rentable. Hein. C'est loin d'être le film le plus rentable que j'ai vu. Et du coup, ben, je me rappelle, ils n'arrêtaient pas de se moquer de John Cena et de Nikki Bella. On se rappelle que le Miz s'est déguisé en John Cena et Maryse en Nikki Bella. En faire trop des tonnes. Ben oui, forcément. Donc on va dire, c'est pas un match... on va prendre ça au sérieux. On va dire que c'est un match... ben, on va dire, entre guillemets, bancal. C'est plus pour le côté storytelling du niveau qui est le plus populaire en termes de couple. Même s'il y en a qui diront que ce serait John Cena et Nikki Bella. Même si on sait qu'ils se sont séparés entre-temps
en 2018 pour les raisons que vous connaissez bien tous. Donc, pas besoin de vous faire appeler, vous devez sûrement le connaître, car déjà, c'est pas sorcier, c'est vraiment pas sorcier du tout. Et que quand j'y repense, c'est un peu dommage. Mais bon, de toute façon, il y avait domination du Miz et Maryse, que ce soit les femmes ou les hommes. Quand c'est John Cena qui dominait sur le Miz, ben John Cena, ben, il se fait dominer par le Miz. Voilà. Et quand c'était Nikki et Maryse, c'est Nikki qui prend l'avantage, et après c'est Maryse qui prend l'avantage. Ouais, ouais, ouais. Je le dis ça parce que c'est pas non plus si foufou que ça, hein. Et que peut-être que le Miz veut prouver qu'il est meilleur que John Cena dans ce domaine, que ce soit au côté in-ring, que ce soit au côté technique, parce que oui, il est quand même technique le Miz, faut pas dire qu'il n'est pas technique, alors qu'il l'est justement. Bon, après, un peu plus supérieur que John Cena, mais après, ben, le boss du game, ben, c'est John Cena, parce qu'on peut pas, on va dire, le tester de manière facilement. Car si on le teste, eh ben on le trouve. Hein. Après, je me rappelle, entre John Cena et Nikki Bella, double You Can See Me, 5 Knuckle Shuffle. Et après, ben, John Cena, ben, lui, fait son Attitude Adjustment. Tandis que Nikki Bella, elle, c'est pas le Torturax, c'est plutôt un TKO. Donc, elle fait le TKO. Et du coup, ben, il y a double tombée. Et c'est victoire de Nikki Bella et John Cena. Et à la fin, on la sait. John Cena prend le micro pour faire une déclaration à Nikki Bella. Est-ce qu'il veut bien l'épouser, John Cena? Donc, Nikki Bella dit oui. Il lui met la bague au doigt. D'ailleurs, c'est une bague en diamant. Et je me rappelle, il y a que des filles qui criaient dans le public, l'air de dire c'est trop émouvant, c'est trop charmant. Alors certes, en regardant ça, c'est émouvant, c'est charmant, c'est mignon. C'est vrai que je me suis dit, peut-être qu'il y a de l'espoir, peut-être que les deux peuvent encore continuer pendant pas mal d'années. C'est ce que je pensais, hein. C'est ce que je pensais d'habitude. Mais que là, ben, ça n'a pas duré éternellement longtemps. Et pourtant, c'était émouvant ce moment-là. Bon, certes, il y en a qui se diront qu'on s'en bat les couilles, parce que j'en connais. Les mecs blasés qui disent qu'ils s'en battent les couilles de ce moment-là, parce que les moments forts arrivent dans ce Mania, car il y aura le Seth Rollins Triple H qu'on attend, Randy Orton, Wyatt, qu'on devrait voir si c'est bon ou pas, Brock Lesnar, Goldberg, pour voir si ce serait une catastrophe ou non. Match féminin de SmackDown, certes, qui est un peu le match, on peut dire qu'on s'en fout un petit peu, et que c'est peut-être la pause où on peut faire pipi avant de regarder la suite. Et Roman Reigns, Undertaker, est-ce que ça va être du bon ou du mauvais main event? Oui, je dis ça franco. Et que ce match-là, allez, c'est pas un match nul, c'est juste que c'est un match ben, sous cote de popularité, quoi. Et que ce match-là, allez, je mets 3,40, je vais être gentil, 3,40. Je dis clair et net 3,40. Je mets pas très très haut, mais 3,40, ça peut aller. Et je poursuis cette fois-ci. Seth Rollins contre Triple H, accompagné par Stephanie McMahon. Un match que j'ai déjà noté dans le coffret de Destruction of the Shield, ou alors le coffret de Seth Rollins. Mais bon, ça j'irai vérifier. Et que c'était un match où rien n'est interdit. Donc on va dire un no horse bar match. Et que l'histoire, on va dire, on mise sur la blessure de Seth Rollins. Car il est blessé au genou droit, auquel il s'était fait blesser lors d'un match entre Kane, d'un match en table ou un match hardcore à Dublin en Irlande, et qu'il s'était même fait blesser lors de l'attaque de Samoa Joe, qui venait de faire ses débuts dans le roster principal, et le pauvre Samoa Joe, il va pas être utilisé ben, jusqu'au bout dans la storyline. Donc pauvre Samoa Joe, il s'est fait ignorer, alors que c'est pourtant lui qui a déclenché
une blessure interne au niveau du genou de Rollins. Bon, bien sûr, c'était par accident, car à mon avis, peut-être qu'il était trop dans l'action et qu'il n'a pas fait attention. Ah, faut dire, quand on est dans le feu de l'action, on réfléchit pas à ce qu'on fait, on pense qu'au scénario, et que si ça foire, ben tant pis, si ça foire pas, c'est du bon. Donc sa mise autour de la blessure de Seth Rollins, et que là il aura comme slogan, Seth Rollins, c'est de tuer le roi, donc trancher la tête du roi. Donc c'est ça son seul et unique objectif, tandis que Triple H, ben lui c'est de détruire celui qui lui a potentiellement trahi, parce que il reproche à Seth Rollins de l'avoir un peu mis sur le banc de côté. Même s'il a été mis sous la touche, il trouve ça décevant de la part de Rollins, qu'il n'a pas été jusqu'au bout dans sa mission, en quête de puissance en tant que champion de la WWE. Il reprochait notamment ses bonnes qualités, alors que normalement on devrait avoir des bonnes qualités, des mauvaises qualités aussi pour réussir, et que lui il a pris ça pour une trahison. Voilà. C'est des histoires assez complexes que je peux pas trop vous en expliquer, parce qu'après vous se direz, mais putain, qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi, tu sais rien. Alors oui, je vais essayer de trop en parler là-dessus. Donc Triple H, il fait son entrée, bien sûr, des magnifiques entrées qu'il fait Triple H, et qui est accompagné par Stephanie McMahon. C'est pas une, je sais pas si c'est une moto Harley Davidson, où il y a une grande place, et faut dire il y a énormément de place nécessaire pour s'installer, accompagné par la police. Bien sûr, c'est juste une entrée, tandis que Seth Rollins, lui, il fait son entrée avec une torche pour foutre le feu au royaume du roi des rois. Et aussi, avant de faire la finition, trancher la tête du roi. Donc ça part directement en bagarre générale, et que je crois que Triple H, lui, sa stratégie, c'est lui viser le genou déjà blessé de Seth Rollins. D'ailleurs, il va le viser plusieurs fois le genou. Même Stephanie McMahon n'aura même pas, on va dire, la pudeur de toucher le genou. Je dis ça parce que c'est des attaques vicieuses. Parce que oui, c'est des vicieuses attaques. Et que lorsqu'il veut tenter une prise, Seth Rollins, ben, il vend la blessure au genou. Et qu'on se dit, il est peut-être pas au top, pas à 100%. Il a des chances de perdre le match. Et que je me rappelle qu'un pedigree avait porté ses fruits dans ce match, mais que heureusement il a su s'en relever. D'ailleurs, ce sera le seul et unique pedigree de Triple H. Et que... Allez, je passe très loin, je passe très très loin même. Quand Seth Rollins avait la massue de Triple H pour lui donner un coup de grâce, Stephanie lui prend. Et que... Attendez. Je crois que... Triple H avait failli frapper sur Stephanie McMahon, mais heureusement qu'il s'est retenu au moment où il a voulu essayer de frapper. Parce qu'un coup qui a d'esquive, ben, il ne peut pas voir qui se trouve derrière, ou alors il n'a pas su avoir eu le temps de réfléchir, jusqu'à ce qu'il se prend un super kick de la part de Seth Rollins, il bouscule Stephanie McMahon, et que Stephanie McMahon, ben, elle atterrit sur la table qui est à l'extérieur derrière elle. Alors que je crois que c'est lui qui l'avait placé la table. Donc Triple H, en se rendant compte de ce qu'il venait de faire, eh ben, il commençait à s'énerver en jetant la faute sur Seth Rollins, en repartant à l'attaque, mais sauf que Seth Rollins, il donne un coup de pied dans l'abdomen, pedigree, il remporte le match. Donc il a réussi à battre Triple H, donc il a tué le roi, et c'est pour ça qu'il va se vanter en tant que King Slayer, tueur de rois. Voilà, un match que j'ai dû parler, mais après pas beaucoup trop, parce que je sais bien que j'ai parlé dans des autres vidéos, et que j'en ai terminé avec ça. Et maintenant, match pour le titre de la WWE entre Randy Orton contre Bray Wyatt. Alors oui, leur histoire. Randy Orton, qui avait perdu un match contre Bray Wyatt lors de No Mercy 2016, décide de se rallier avec Bray Wyatt
Excusez-moi parce qu'il y a du bruit. Excusez-moi. Donc ils ont décidé de se rallier ensemble. Même à capturer un titre par équipe. En battant Rhino et Slater. Alors que le pauvre Slater voulait avoir un contrat soit du côté de Raw ou de SmackDown, mais qu'il n'aura pas tenu. Mais du coup, ils perdent les titres au profil de Randy Orton et Bray Wyatt. Et qu'après, ils ont dû échanger les rôles. C'est-à-dire que Randy Orton fait équipe avec Luke Harper, justement avec les titres, et qui perdent face aux American Alpha. Et qu'après, si je crois bien, il y aura une dissension entre Luke Harper, Wyatt et Orton. Et que normalement, le plan, c'était que Luke Harper devait prendre part à la rivalité entre Bray Wyatt, son mentor, et Randy Orton. Donc ça aurait pu finir en match triple menace. Même d'une bataille royale que Luke Harper et Styles n'ont pas remporté. Car c'était décision partagée, donc ils étaient bloqués entre la plupart des personnes. Et qu'après, on connaît la suite. Randy Orton, il gagne le Royal Rumble 2017. Et Bray Wyatt remporte l'Elimination Chamber 2017 en battant en dernier AJ Styles pour le titre WWE. Et que ce dernier, malgré qu'il ne voulait pas, on va dire, affronter encore Bray Wyatt, il a changé d'avis et il a décidé d'y aller dans la maison des charognards de Bray Wyatt en lançant un message en disant que la seule raison pourquoi je suis rallié, c'est pour te faire du mal de l'intérieur, te pourrir de l'intérieur justement, et aussi de détruire tout ce que tu as construit pour avoir ton titre. Donc c'est là il commence à prendre de l'essence, injecter partout, vraiment injecter partout, et après ça va jusque à l'extérieur, et que Randy Orton, il allume une allumette, il fout le feu dans la maison de Bray Wyatt, et que Bray Wyatt décide de se venger de Randy Orton pour cette trahison et de la disparition de sa maison auquel il a construit pour les charognards, pour les buses. Donc il se sent vraiment attristé, limite au bout de la vengeance, vraiment au bout de la vengeance, et que je passe ici, parce qu'à force d'être là, ouais, donc musical performance featuring Pitbull. Ah oui, oui, la musique. Ah ouais, j'aurais dû vous en parler de ça. Putain, pourquoi j'ai oublié ça? Donc, musique entre Pitbull, Lunch Money, Lewis, Lunch Money Lewis, Stéphane Marley et Florida. Ah ouais, faut dire, je suis tellement ici que je suis bloqué et que j'aurais dû partir d'ici. Donc avant la musique, c'est ça. Et qu'après, on passe directement au match où Randy Orton fait son entrée et qu'on voit un serpent qui jaillit autour de ses pieds. Et pourtant, de loin, on dirait même pas un serpent, on dirait... bon, certes, c'est dégueulasse, on dirait un spermatozoïde. Donc, je suis un peu vulgaire, mais on dirait un spermatozoïde. Bien sûr, quand on regarde de plus près, c'est un serpent, mais de loin, on dirait un spermatozoïde. Et que lorsqu'ils ont commencé à faire des échanges de Sister Abigail, de RKO, et tous les prises, même des avalanches, des Sultan Splash, des combos, des DDT de la deuxième corde, on se rappelle qu'il y a eu une genre de cinématique d'image où il y avait des vers, et que là on se dit, c'est quoi ce bordel, pourquoi ça fait cet effet-là? Et en plus, ça va arriver 3 fois dans la soirée, hein. Donc, il y a des vers, des asticots. Et même quand Wyatt était en possession du Sister Abigail, il y avait des vers qui ressurgissent, même à la fin. Et du coup, le public n'a pas accroché à ce match-là. Ils ont carrément boycotté cette idée du match. Et d'ailleurs, l'erreur va même arriver plus tard, à WrestleMania 37. La même erreur, hein, je vous dis, hein, la même erreur.
Donc c'est Randy Orton qui remporte avec un ultime RKO pour le titre. Et du coup, il en est déjà à son 14e titre. Non, pas encore. Non, 13e titre. Il en est à son 13e titre mondial. Donc il en est à son 13e. Ce match-là, malgré qu'il y en a qui ont peut-être apprécié ou non, pour raison, je lui mets pareil, 3,40. Après, c'est pas, on va dire, le même niveau, mais je mets 3,40. Bon, certes, c'est pas, on va dire, l'un des meilleurs matchs de la soirée. Il y en a qui diront c'est un des meilleurs matchs, mais faut pas dire que c'est un des meilleurs matchs de la soirée, malgré le nouveauté qu'il y a eu dans le match, mais ça sauve pas le show. Et ensuite, un match sous main event très court, oui, entre Brock Lesnar, accompagné par Paul Heyman, contre Goldberg, pour le titre universel. Alors, pour rappel, Goldberg qui a fait son retour lors d'un épisode de Raw où il veut challenger Brock Lesnar parce que Paul Heyman avait fait une promo contre Goldberg en disant qu'il veut que Goldberg arrive à la WWE pour, on va dire, défier sa bête et qu'il dira à Goldberg que c'est lui le prochain. Donc la fameuse catchphrase de Goldberg et que Goldberg il arrive et que je n'ai pas perdu de ma capacité dans le ring, donc son spear et son jackhammer, il en parle de ça, et que il bat Brock Lesnar en 2 minutes ou 2 minutes 50 ou 2 minutes 30 avec un double spear et un jackhammer. Donc c'est un des matchs les plus courts dans la carrière de Brock Lesnar. Et que c'était un match attendu mais qui était décevant. Donc c'est la première fois qu'on voit Brock Lesnar se fait dominer de cette manière. Et qu'après, dans le match, Brock Lesnar veut se venger de ce qui s'est passé à WrestleMania 20 et au Survivor Series, parce que pour l'instant c'est de 2 à 0. Et que le 2 à 1 va pas tarder. Donc c'est là le match, dans ce match-là, où Goldberg décide de relancer les couches, des spears. Tandis que Brock Lesnar, lui, veut enchaîner avec des German suplex, même s'il se prend à nouveau un spear, même un spear dans les barrières de sécurité, encore un spear, un jackhammer, mais cette fois-ci, Brock Lesnar relève son épaule, et après il veut tenter un nouveau spear, mais sauf que Brock Lesnar, il fait un saut de mouton pour l'éviter, et du coup, Goldberg, il se fait allumer dans le coin, German suplex, encore des Germaines, jusqu'à 10. Et je me rappelle que le public n'arrêtait pas de faire 10, en référence à Ty Dillinger, catcheur de chez NXT, qu'on connaît maintenant sous le nom de Sean Spears. Et après, F5, victoire de Brock Lesnar, il bat Goldberg. Celui-là aussi, c'est pas un des meilleurs matchs. Je vous le dis, c'est pas un des meilleurs matchs. Et de toute façon, les meilleurs matchs, on va dire, ils sont entre la mid-card et quelques matchs que j'ai cités. Mais sinon, le match entre Brock Lesnar et Goldberg, c'est pas un des meilleurs matchs. Faut être honnête. Et ce match-là, 3,5. Je mets 3,5 pour raison. Et ensuite, plus que 2, c'est terminé. Match féminin du côté de SmackDown pour le titre. Naomi contre Alexa Bliss, contre Becky Lynch, contre Carmella, contre Mickie James, contre Natalia. Et que Carmella, il est accompagné par James Ellsworth. Donc oui, James Ellsworth, notre ami James Ellsworth. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, lui? Bien sûr, il est en tant qu'accompagnateur. Et Naomi qui vient de faire son retour à cause d'une blessure qu'il avait eue lors d'un match à TLC 2016, là où elle avait détrôné Alexa Bliss du titre. Et qu'elle est revenue parce qu'elle était chez elle en Floride. Et que successivement, elle remporte le match. Bon, après, il y avait pas mal d'échanges de prises, notamment avec Becky Lynch, Alexa Bliss, Carmella, Mickie James, Natalia, bref. Mais au final, c'est Naomi qui remporte le match par soumission, avec sa soumission. Donc elle arrive à faire abandonner la championne et devenir championne féminin de SmackDown pour la 2e fois de sa carrière, et qu'elle va transformer le titre multicolore en glow, comme elle dit, en glow. Donc la lumière qui brille dans le noir, avec
les couleurs vertes, les couleurs multicolores en fluo. Et maintenant, ben, le main event. Sans doute le main event qui vous a peut-être déçu. Moi, je me sentais indifférent, mais j'étais partagé entre la déception et, et voilà quoi. Je crois qu'il y avait les présentations du Hall of Fame. Attendez. Ouais, introduction du Hall of Fame. Oui, pourquoi j'ai oublié de citer ce moment? Peut-être que j'étais trop chaud. Oui, citation de Hall of Fame. Ensuite, ben, le New Day, ben, eux, ils font un speech comme quoi la WWE a battu un record. Voilà, ils ont battu un record, bah, record. Bref, on s'en fiche. Et maintenant, ben, on passe au match entre Roman Reigns et l'Undertaker. Alors, on sentait que l'Undertaker était totalement rouillé. Parce qu'il n'arrive plus à suivre le rythme des autres catcheurs. C'est peut-être pour ça qu'il fait un match une fois par an. Et d'ailleurs, je me trompe absolument pas. Il fait un match une fois par an, on se rappelle au 27, au 28, au 29, au 30, au 31, au 32 et maintenant au 33. Et pareil le 34 et le 36, parce que le 35 il n'était pas là, il était en tant que spectateur. Mais on sait que lui, il faisait un match par an. Donc c'est un part-timer, on n'a qu'à dire ça, un part-timer, même si à WrestleMania c'est, on va dire, l'attraction principale pour la stricte des victoires. Et que là, on voyait que son prime commençait peu à peu à s'effacer. Même si Roman Reigns, certes, qui est le visage de la compagnie, s'attaque ben, une légende mort-vivante pour asseoir sa domination. Donc, dans la rivalité, il commençait à devenir heel quand même, Roman Reigns. Car on voit une attitude de heel qui était pas loin, hein, vraiment pas loin du tout. Tandis que l'Undertaker, ben lui, il est entre face et heel. En gros, il est twinner. Et que, comme j'ai dit, ben, son rythme n'arrive pas à suivre celui de Roman Reigns. Et que résultat, ça mène à un match catastrophique. D'ailleurs, je crois qu'il est présent dans le coffret Destruction of the Shield. Donc, est-ce que l'Undertaker va faire de Roman Reigns sa victime potentielle? Eh ben, spoiler, pas du tout. Car je me rappelle que Roman Reigns et l'Undertaker étaient perdus dans les prises qu'ils devaient effectuer. Notamment, surtout l'Undertaker. Donc il se perdait dans les prises. Ça se voyait que son corps ne suivait plus la cadence. Même si on se rappelle des Tombstone Piledriver, des Last Ride Powerbomb. Shockslam. Après, du côté de Roman Reigns, Superman Punch, Spear. Et que l'Undertaker se relève des multiples spears que Roman Reigns lui fait. Donc c'est un des rares catcheurs à s'en sortir des spears à répétition. Et après, ben, un spear dans la table des commentateurs. Et quand il y avait une arme, eh ben, l'Undertaker rampe parce qu'il en a mal de douleur à force de continuer le match. Donc il chope la chaise, mais que Roman Reigns saisit la chaise, il lui massacre le dos. Donc il lui massacre le dos. Et après, ben, il tente encore un spear, mais l'Undertaker n'a pas, on va dire, creusé sa tombe pour périr à nouveau. Donc ça va arriver dans quelques instants. L'Undertaker, ben, il se perd totalement, il est totalement sonné, il est vraiment ailleurs, l'Undertaker. Tandis que Roman Reigns, ben, lui, continue son chemin dans les cordes, parce qu'il fait des allers-retours à gauche, à droite, en faisant un spear à l'Undertaker, et il remporte le match. Il remporte le match. Donc malgré la différence du public, parce que le public en avait marre que ce soit Roman Reigns qui doit flirter les main events, donc ils en avaient marre de lui. Pas parce que c'est un mauvais mec, hein. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est à cause de la WWE qui n'arrête pas de nous le vendre comme un des super gentils, le super héros. Bref, le nouveau Super Cena. Donc tout le monde en avait ras le cul. Et du coup, ben, Roman Reigns n'a pas eu toutes les honneurs. Et que maintenant, aujourd'hui, en tant que méchant, on le reconnaît à sa juste valeur. Tout simplement. Donc, il célèbre sa victoire, même malgré un public médusé, ne sachant pas quoi faire, s'il faut huer
ou l'applaudir. Mais on va dire ils sont partagés entre les huées. Donc ils décident de huer Roman Reigns parce que ils ne veulent pas, on va dire, que ce soit lui qui doit encore flirter les main events. Et pourtant, ils vont nous forcer vraiment jusqu'au bout. La WWE va nous forcer à la gueule pendant pas mal d'années. Donc ça a commencé en 2015, 2016, 2017, jusqu'en 2018. 2019, ça va faire un peu discret. Mais là, c'était du forcing. Et du coup, ben, ça laisse l'Undertaker seul au centre du ring. Et qui s'est fait battre pour la deuxième fois de sa carrière à WrestleMania. Et que les gens chantent Thank you Taker. Donc merci Taker. Sa musique retentit, il remet son chapeau et sa veste en cuir fait de noir. Avant de la relever, de la plier, de la mettre au centre du ring. Et son chapeau, il le place en plein milieu de sa veste. Avant de faire sa célébration de fin. Et ça ne veut pas dire que dans ce match-là, il avait une commotion cérébrale. Hein. Non, pas du tout. C'est juste que son corps n'arrivait plus à suivre le rythme des autres. Donc sachez-le. C'est pour ça que le match était loin d'être parfait. C'est pour ça que c'était loin d'être parfait. Certes, sous le papier, ça a de la gueule, je ne vous le cache pas. Comme avec Brock Lesnar et l'Undertaker, sous le papier, ça a de la gueule. Mais le résultat du match a été décevant. Sachez qu'il a été très décevant. Donc je dis ça, pas pour être méchant, mais ça a été décevant. Avec tout le respect que j'ai pour ces deux hommes, ça a été décevant, mais voilà, ils ont essayé du mieux qu'ils peuvent. Parce que vu comment c'est la première fois que l'Undertaker affronte en 1 contre 1 Roman Reigns, et c'est pareil pour Roman Reigns, qu'il affronte en 1 contre 1, donc c'est un peu normal. En fait, sachez qu'en tant que débutant ou en tant que vétéran, ça dépend qui on affronte. Donc si jamais votre corps du jour au lendemain n'arrive plus à suivre le rythme de l'autre, ben, sachez que vous êtes cuit et que c'est peut-être fini pour vous. Et que vous réalisez que on n'est peut-être pas si bon qu'on le pense, enfin qu'on est peut-être plus bon qu'avant, mais qu'on veut en finir avec sa carrière. Donc tout simplement. Et qu'après, ben, il va à l'extérieur du ring, checker quelques fans, et embrasser Michelle McCool, avant de partir dans la rampe d'entrée, en levant le poing en l'air, même s'il a perdu. Donc cette fin à WrestleMania était, on va dire, émouvant, même s'il y en a qui diront que c'est, on va dire, logique que l'Undertaker doit partir, car ça pouvait plus continuer avec lui. Franchement, pauvre l'Undertaker qui n'arrivait pas à suivre le rythme de l'un et l'autre. C'est dommage pour lui. Vraiment dommage. Et bon. Ça aurait dû, cette soirée-là, qu'il aurait dû s'arrêter. Ou à WrestleMania 30, ça aurait pu s'arrêter ici. Mais non, il a continué. Il n'a pas trouvé une fin qui lui plaît. Donc on ne peut pas discuter. Donc ce match en description parce que je l'ai déjà noté. Et que moi, ben, j'en ai fini avec ce coffret DVD qui a été peut-être trop long. Faut dire, je fais pas mal de vidéos de sujets approfondis. Parce que oui, des fois je spoil, je fais des sujets de DVD de catch approfondis. Parce que faut dire, je vais en profondeur. Alors que d'habitude je fais pas du tout ça. Mais je le fais par bon cœur. Voilà quoi. Pour ce qui est les matchs, les bonus avec les interviews, les scènements, promos et l'ensemble, même le petit concert, on va dire ça aussi, les concerts et toutes les belles surprises, on va dire ça comme ça. Alors c'est pas le pire WrestleMania qu'on peut le dire, c'est pas le pire WrestleMania. Certes, il y a quelques matchs qui sont pas top, on va dire ça. Il y a quelques matchs qui sont pas top, malgré que c'est alléchant sur le papier, mais c'est pas dégueulasse. Car déjà le stage, il me plaît beaucoup, l'arène du ring. Bon après, il y en a des arènes qui sont mieux que des autres, hein, mais j'adorais vraiment cet environnement.
et que je lui mets un 4,80. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je lui mets un 4,80. Et que j'en ai fini avec cette review. Donc, comme je dis maintenant, ben, cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch. Et si cette vidéo vous avait vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.